Bienvenue en Guinée, premier pays d'Afrique francophone à avoir proclamé son indépendance le 2 octobre 1958, à la suite du nom de Sékou Touré au général de Gaulle qui proposait aux colonies françaises la création d'une communauté. Le 28 septembre 1958 constitue une date clé dans l'histoire politique de la Guinée. Ali Gilbert Ifono, bonjour. Bonjour. Dans quel contexte national et sous-régional Sékou Touré en arrive-t-il à dire non au général de Gaulle? Comme vous le savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une effervescence politique dans les colonies, puisque les Africains ont pris part à la Seconde Guerre mondiale, espérant que la liberté de la France serait leur liberté. Mais curieusement, à Brazzaville, à la conférence de Brazzaville, il leur a été dit qu'il n'en était pas question, mais plutôt un réaménagement à l'intérieur de la communauté. Alors, ça posait énormément de problèmes et d'agitation en agitation, l'administration coloniale a essayé de faire des réformes. Et ces réformes ne satisfaisaient pas pleinement les exigences de l'élite politique africaine. Arrive donc le général de Gaulle au pouvoir en 1958, qui essaye d'aplanir les contradictions en proposant une constitution dans laquelle il s'engageait à trouver de la place pour les colonies et avec toutes les prérogatives. C'est dans ce contexte que Sékou Touré et certains autres Africains ont dit « Nous ne sommes pas contre la communauté, mais on voudrait d'abord accéder à l'indépendance et aller dans la communauté et dialoguer avec vous d'égal à égal. » Alors c'est ce qui n'a pas plu au général de Gaulle. Mais puisqu'il tenait absolument à faire passer la Constitution, il a donc entrepris une tournée africaine pour expliquer de fond en comble l'intérêt qu'il y avait dans cette communauté. Il fait donc tout le parcours et retenez bien que la Guinée n'était pas au programme. Oui, absolument. Alors sur les conseils de Félix Houphouët-Boigny et de Pierre Messmer, l'étape de Conakry n'était pas prévue. Alors si de Gaulle ne s'était pas arrêté à Conakry, est-ce que le cours de l'histoire aurait changé? C'est une question que moi aussi je voulais bien poser. Et je crois que le général de Gaulle n'a pas eu tort d'écouter ses conseillers en mettant Conakry au programme. Naturellement, cette position de rajout de Conakry au programme n'a pas tellement plu. A blessé Sékou Touré. Oui, n'a pas tellement plu justement Sékou Touré. Mais qu'à cela ne tienne, on a accepté que le général passe par Conakry. Donc il y avait des conférences, des réunions préparatoires et jusqu'au discours qui devait être lu à Conakry. Ce discours, par précaution, a été envoyé au général de Gaulle à Abidjan, tout en lui demandant de regarder et de faire des annotations s'il y avait des passages gênants et que lui, Sékou Touré, était prêt à en tenir compte. Le message va, le général reçoit le discours, mais ne le lit pas. Deuxième blessure de Sékou Touré. Oui, et ils arrivent donc à Conakry. La première préoccupation de Sékou Touré, c'était de connaître la réaction du général par rapport au projet de discours qu'il a envoyé. Alors il a suffi qu'on lui dise que le général n'a pas eu le temps de lire le discours. Alors vous pouvez imaginer, Sékou Touré donc a considéré ça peut-être pas... Comme une offense. Oui, bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais comme une sous-estimation, si ce n'était pas du mépris. Mais est-ce qu'il ne se sentait pas également méprisé par les intellectuels qui étaient Senghor et Houphouët-Boigny, lui l'autodidacte? Oui, bien, je crois que c'est tout ça qui a concouru à aggraver justement l'humeur du président Sékou Touré qui recevait donc son note. Alors 2 ans plus tard, en 1960,
la majorité des pays de l'AOF et de l'AEF accèdent à l'indépendance. Est-ce que la mise au banc du général de la Guinée par le général de Gaulle se justifie encore, puisque de Gaulle avait dit qu'il ferait ramper Sékou Touré? Ben, ça ne se justifiait pas, parce que pendant longtemps, le président Sékou Touré a parlé justement de cette incompréhension vis-à-vis de la position du général de Gaulle. Il ne comprenait pas pourquoi cette position justement de mise à l'écart de la Guinée par rapport aux autres colonies. Pourtant, il avait promis que la Guinée était libre de choisir l'indépendance par la voie qui lui convenait et avec tout ce que vous savez dans le discours. Donc, ce qu'on n'a pas compris, et les autres aussi, que la Guinée soit traitée de façon aussi austère, et pendant, pas seulement dans les années 60, mais cela a continué pratiquement jusqu'à ce jour. Nous continuons à payer justement le tribut, voilà, de ce qu'on a considéré de l'autre côté comme un affront. Un général de Gaulle de l'autre côté est considéré comme un monument de l'histoire, et que Sékou Touré lui est tenu front lui est tenu tête à Conakry. Je crois que nous expliquons beaucoup de réalités aujourd'hui par justement cette attitude de la France. Alors, aux yeux de nombreux Africains, Sékou Touré est un nationaliste, un panafricaniste. Aux yeux d'Aimé Césaire, c'est un Africain décisif. Et aux yeux du professeur Eli Kambokolo, que vous connaissez, Sékou Touré est l'homme du XXe siècle. Est-ce que vous partagez ces analyses? Tout à fait. Parce que, vous savez, le choix guinéen a eu une incidence sérieuse sur l'empire colonial français. Et je crois que le professeur Eli Kambokolo a parfaitement raison de dire que Sékou Touré était l'homme décisif du XXe siècle. Parce qu'un discours qui détruit tout un système n'est pas à minimiser. Même si, et moi je l'ai constaté, il y a eu beaucoup de publications en Europe où on parlait des grands discours qui ont modifié le monde. Curieusement, ce discours de Sékou Touré ne figure pas. Alors, c'est pour vous dire que jusqu'à maintenant, on continue à considérer Sékou Touré comme quelqu'un de moindre valeur et quelqu'un qui a bravé le monument de l'histoire occidentale. Et je crois que ce n'est pas du tout à juste raison. Alors, Sékou Touré est considéré comme un héros par de nombreux Africains, mais également par un certain nombre de Guinéens comme un tyran. Comment vous expliquez cette culture du complot permanent qui a caractérisé son régime? Ben, vous voyez ce qu'on appelle complot permanent. Le complot permanent est lié à des tentatives permanentes de déstabilisation. Notamment en 1970. Eh bien, tout à fait. Le summum, c'était en 70. Vous savez, beaucoup ont accepté avant l'accession à l'indépendance, il y avait, disons, des luttes politiques. Le PDG était naturellement nettement au-dessus de la mêlée. Et comme c'est le cas généralement dans les mouvements de libération, on essaie de taire les contradictions internes pour aller à l'indépendance, tout en espérant récupérer cette indépendance à des fins non avouées. Mais ce qui a été le malheur justement de ceux qui ont fait ces petits calculs, c'est que le président Sékou Touré était averti. Il savait que ses ennemis d'hier, devenus des amis de circonstance, ne changeraient pas d'attitude. Donc eux, ils ont oublié qu'ils étaient sous l'œil du Parti démocratique de Guinée. Et effectivement, à l'accession à l'indépendance, au premier gouvernement déjà, il a associé tout le monde à la gestion des affaires de l'État. Et comme il y avait ces petits calculs de ce côté, qui envisageaient dévoyer l'indépendance pour lui faire emprunter la voie qui était la leur, alors commencent justement ces mouvements de tentatives de déstabilisation et en même temps répression. Ce que l'on ne dit pas toujours, parce qu'on met toujours en avant le complot permanent. Il y a un complot permanent parce qu'il y a tentative permanente de déstabilisation. Ali Gilbert Rifono, Alpha Condé a placé les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance sous le signe du panafricanisme et de la souveraineté assumée. Est-ce que les Guinéens se reconnaissent dans ce message?
Tout à fait. La Guinée, c'est la Guinée de progrès, la Guinée qui s'est réalisée, la Guinée qui a tenu tête au général de Gaulle, a mis tout en œuvre pour prouver qu'elle assumait son choix. Et les Guinéens, peut-être ça va être une exagération pour vous, en tout cas pratiquement 100%, aucun Guinéen ne vous dit qu'il regrette le choix du 28 septembre. Nous l'assumons, nous en sommes fiers et le président Alpha Condé a tout à fait raison de placer les 60 ans d'indépendance sous ce signe de ce choix assumé. Parce que c'est notre histoire. Dernière question, Ali Gilbert Ifono, pour l'observateur averti que vous êtes. Qu'ont en commun les 4 républiques qu'a connues la Guinée et qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Les 3. Pour nous, oui, nous disons les 3. Parce que première, deuxième, troisième république. C'est vrai. Pas encore une Il y a eu des transitions. Il y a eu des transitions qui voilà, il y a eu des intermèdes militaires. Alors, qu'ont en commun ces 3 républiques? Le tronc commun, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est ce choix assumé le 28 septembre. Les Guinéens en sont fiers. D'autant fiers qu'ils savent d'où ils sont venus. Parce qu'ils ne peuvent pas dire non au général de Gaulle qui le voulait. Ce choix a permis non seulement d'ouvrir la porte de l'indépendance à la Guinée, mais aux autres colonies qui hésitaient. Mais quand Sékou a choisi, Sékou est allé aux Nations Unies, parler d'égal à égal avec les autres représentants des nations qui étaient au siège des Nations Unies. En ce moment, le président, il n'était pas président, Houphouët-Boigny était membre de la délégation française, il était donc un simple membre de la délégation. Et à la tribune, c'est Sékou Touré, président de la République. Je crois que ça a joué et ça a poussé bien nombre d'Africains à faire comme Sékou Touré parce que finalement, ils se sont rendus compte que l'indépendance n'était pas l'épouvantail qu'on brandissait aux Africains, qu'il y avait un intérêt à y aller. Donc, ce que les 3 républiques ont en commun, c'est ce choix assumé. Cette responsabilité assumée. Et qu'est-ce qui les distingue? Naturellement, vous savez, chaque régime a son système de gouvernance. Sékou Touré était un parti unique, parti que d'autres appelleraient parti autoritaire. Tous les attributs que vous avez entendus, c'était l'époque des partis uniques. Il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait à sa disposition dans un environnement suffisamment pollué. Et hostile. Oui. Et le second, Lansana Conté, qui est arrivé, qui n'avait pas les mêmes adversités que Sékou Touré. Il n'avait pas d'opposition extérieure, il n'en avait pas à l'intérieur. Visiblement, il avait presque plus de moyens que Sékou Touré pour mettre en œuvre la politique de développement. Il avait de bonnes intentions. Malheureusement, ces intentions n'ont pas été couronnées de succès. Troisième République, c'est l'ère de la démocratie multipartite, initiée d'abord par le général Lansana Conté, mais développée et ancrée par justement les éléments qui vont constituer le moteur de l'animation politique sous la Troisième République. Vous avez le professeur Alpha Condé, vous avez ses aînés Ba Mamadou, vous avez Jean-Marie Doré et Siradou Diallo. Donc, c'est ce quarteur-là qui a essayé de donner un contenu réel au multipartisme intégral en Guinée, même s'il a été initié par le général Lansana Conté, qui n'est pas allé loin dans la mise en œuvre, parce qu'il a eu énormément de problèmes avec la classe politique. Au point où l'actuel président, le professeur Alpha Condé, a fini par aller en prison pour 28 ou 32 mois. Je crois que la différence donc, c'est le mode de gestion mis en place que souvent les gens utilisent à tort pour faire des comparaisons. Ali Gilbert Ifono, merci. Merci madame.